Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Kinédi. Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'échanger avec Thierry Blin, kinésithérapeute et formateur en kiné viscérale au sein de son organisme de formation, Kiné Formation. Thierry a aussi un diplôme de médecine traditionnelle chinoise et il est ostéopathe et il accueille ses patients dans son cabinet à Paris. J'ai récemment suivi une formation avec Thierry en kiné viscérale et ça m'a donné envie de vous partager cette pratique très intéressante et différente de ce qu'on a pu apprendre à l'école et en formation. Thierry va nous décrire les liens que l'on peut faire avec les viscères, notamment lorsqu'un patient arrive avec un mal d'épaule ou une lombalgie. Avec Thierry, on va aussi parler d'intestin irritable, d'endométriose et comment la kiné viscérale peut soulager ces maux. Aussi, Thierry va nous présenter l'ouvrage qu'il a écrit sur l'entretien motivationnel et son impact sur l'évolution positive de la santé de nos patients. Alors je précise que j'ai aucun lien d'intérêt avec Thierry ni avec l'organisme Kiné Formation. Et enfin, si vous avez 2 petites secondes, n'hésitez pas à liker, partager cet épisode, ça m'aidera à faire grandir ce podcast et vous proposer du contenu intéressant chaque lundi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thierry Blin, kinésithérapeute, kiné libéral à Paris, fondateur de l'organisme Kiné Formation, diplômé en médecine traditionnelle chinoise. Donc Thierry donne des formations en kinésithérapie viscérale avec Kiné Formation. Il est aussi conférencier et il va nous parler aujourd'hui donc de la kiné viscérale et plein d'autres choses. Bonjour Thierry. Bonjour, comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va très bien, merci. Et toi? Très bien, merci aussi. Alors j'ai fait une formation avec toi, donc c'était en mars. J'ai fait la première partie de la formation kiné viscérale que j'ai beaucoup appréciée. J'avoue que j'ai toujours eu une petite attraction envers tout ce qui est médecine chinoise, envers les viscères en général. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas beaucoup en école de kiné, malheureusement. Et donc j'étais très curieuse d'apprendre toutes ces choses-là avec toi, et j'ai pas été déçue. Vraiment, ça m'a ouvert l'esprit sur une pratique différente, mais aussi complémentaire avec la kiné. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Thierry, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as voulu te spécialiser en kiné viscérale? Qu'est-ce qui t'a attiré? Alors, plusieurs aspects m'ont attiré. D'abord, je me suis formé en kinésithérapie. On avait quand même un abord manuel de l'abdomen. Et c'est une zone aussi qui m'a toujours intrigué. Et donc, quand j'ai terminé mes études, je me suis formé également en ostéopathie. Et dans l'ostéopathie, il y a une partie viscérale. Et donc, rapidement, je me suis, après mes études, formé dans ce domaine, également dans les difficultés par rapport à la nutrition. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est comme beaucoup de collègues probablement qui viennent en formation, c'est que j'ai souffert dans mon enfance aussi, et même tardivement, de troubles digestifs invalidants, et j'ai forcément cherché des solutions. Voilà ce qui m'a amené à m'occuper du viscéral. Donc maintenant, tu ne fais que ça dans ton cabinet? Alors, non, pas vraiment, parce que l'être humain ne se limite pas aux viscères et nos patients viennent rarement avec une plainte directe parce qu'autrement ils vont voir un gastro-entérologue. Mais dans l'anamnèse et dans l'historique de nos patients, je dirais musculo-squelettiques, rhumatisants, etc., et même sportifs, parce que j'ai travaillé longtemps dans le sport, c'est une question qui, quand on la pose, finalement, il y a beaucoup on se rend compte qu'il y a beaucoup de problèmes et que les gens ne pensaient pas que ce soit nécessaire de nous en parler, mais finalement on arrive à faire des liens. On va en revenir sur les liens justement, mais pour partir sur les bases, les définitions, comment est-ce que tu définirais la kiné viscérale? C'est quoi? Alors la kiné viscérale, c'est un grand sujet aujourd'hui. Je l'ai appelé comme ça parce que je m'adresse à des kinésithérapeutes. Et donc, on s'occupe des viscères. J'ai commencé ces formations il y a une vingtaine d'années. Et donc, j'ai trouvé ce nom qui correspondait à ce que je transmets et puis aussi à l'attente des personnes qui venaient. Comment la définir? Au milieu du corps humain, il y a un ventre.
c'est notre centre, et ce ventre nourrit l'ensemble de nos cellules. Il est également responsable de l'élimination de nos déchets. Et donc, à un moment donné, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Maintenant, pour le définir, vu qu'on est kiné, on reste finalement toujours dans le même métier, dans le sens où nos organes sont accrochés à des ligaments. Ces ligaments s'accrochent plus ou moins directement au minimum au diaphragme, et le diaphragme finit sur notre colonne vertébrale. Or, dans le diaphragme passe beaucoup de tuyaux, enfin d'artères, de veines, etc. Et donc la santé du tube digestif influence la santé du diaphragme, qui, comme on le sait, est une très grande question. Oui. Et donc, finalement, notre travail est assez simple et reste dans le cadre de ce que l'on fait habituellement, c'est-à-dire faire bouger ce qui ne bouge pas et redonner de la santé aux ligaments pour que, tant au niveau vasculaire, veineux, lymphatique et digestif, cet ensemble puisse fonctionner correctement. Mmh. Est-ce que la kiné viscérale, elle se rapproche des techniques d'ostéopathie viscérale ? Alors, on a toujours deux mains, un ventre pour demain, et puis pour soigner, un ventre à soigner. Donc, je ne sais pas si on peut dire quand même qu'il y a une proximité. Maintenant, les techniques ostéopathiques reposent sur des tests ostéopathiques, ce qui n'est pas le cas de la kiné viscérale. Nous, on est plutôt sur des tests ligamentaires, des systèmes de chaînes, de posture, etc. Donc, dans ce sens, ça ne ressemble, c'est toujours deux mains sur un ventre, donc ça pourrait ressembler extérieurement, mais ce ne sont pas des techniques ostéopathiques. D'accord, ok. Ouais. Est-ce que tu es d'accord de dire que l'intestin, c'est notre deuxième cerveau ? J'aurais du mal à dire le contraire aujourd'hui. Puisque je me suis formé en 86 avec le docteur Kousmine, qui déjà à l'époque avait écrit énormément sur cet organe clé, mais Hippocrate aussi l'avait déjà dit, donc je crois qu'aujourd'hui tout le monde est d'accord sur ce sujet, en effet. Ouais. Et alors, en quoi la médecine chinoise t'a aidé dans ta pratique de kiné viscérale ? Comment est-ce que tu t'en es inspiré et comment tu l'appliques, tu la mets en pratique ? Alors, la grande force de la médecine chinoise, c'est qu'en effet, elle repose sur une compréhension de la physiologie des organes en général, de tous les organes. Et leur caractéristique, c'est qu'ils ont essayé très tôt, parce que ça fait quand même plus de 3000 ans, de comprendre, la fonction de chacun des organes. Ils en avaient une très très bonne connaissance. Et deux, ce qui peut nous manquer, puisqu'on est, moi je suis issu aussi de l'ostéopathie, les interrelations. C'est-à-dire que la force de la médecine chinoise, c'est d'avoir pu expliquer les relations qui existent entre chacun des organes. Alors il y a et ces relations sont simples et reposent finalement sur la physiologie totalement occidentale. Mais la physiologie occidentale, comme on nous l'a appris, d'ailleurs pour ma part en tout cas à l'école de kiné, elle est segmentaire, c'est-à-dire qu'on fait un étage, puis un deuxième, puis un troisième, et on comprend pas toujours. Par exemple, si on parle du cœur et du rein, ben on se dit j'ai un problème de cœur, et puis au moment où on fait la physio du rein, bon c'est vrai qu'on se dit tiens il peut y avoir un problème de cœur. Mais c'est pas automatique. Or, les Chinois ont décrit des schémas à la fois très très simples entre chacun des organes, ce qui nous permet de mieux comprendre les dysfonctions, les ralentissements, etc. du tube digestif chez nos patients. Mmh. Est-ce que c'est en lien avec les méridiens aussi, le trajet des méridiens ? Alors oui, alors le trajet des méridiens est intéressant. On cherche encore comment fonctionne ce système. Il y a des personnes, il y a des médecins dans pas mal de facultés. J'ai partagé récemment sur ma page les propos là d'une médecin qui parle du tissu conjonctif, des étirements et l'acupuncture. Qu'est-ce qui se passe quand on étire? Qu'est-ce qui se passe quand on met une aiguille? Donc on commence à comprendre que finalement le support est très conjonctif. Le support, parce qu'il y a eu des tentatives d'imagerie, etc., sur les méridiens, mais aujourd'hui,
on comprend que le support, il est conjonctif, parce que le conjonctif, il est souvent porteur des systèmes nerfs artères veines, et que si le conjonctif est fibrosé, probablement il va ralentir les fonctions, ces fonctions-là dans les territoires concernés. Donc oui, on finit par, après toutes ces années, par comprendre ce système de méridiens qui est très proche d'ailleurs des chaînes musculaires. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence. Et dans ce sens, on a une lecture du corps qui est assez logique. Et souvent dans les formations, je prends des personnes qui sont concernées à chaque fois par ces organes, et en effet leur corps ou leur tissu conjonctif plutôt exprime ce qui se passe, certes parfois sur un méridien, mais finalement correspondant à un organe. Cependant, ces organes sont aussi innervés, et donc on est dans un système métamérique qui est assez honnêtement logique et physiologique d'ailleurs. Oui. Oui, donc en fait, en gros, tout est lié. Oui, ça, c'est ce qu'on comprend de plus en plus, même si on est obligé d'apprendre de manière segmentaire, probablement parce que notre cerveau pourrait pas faire autrement, mais on comprend que l'être humain est un tout, et que même s'il y a une souffrance quelque part, il faut parfois aller chercher un peu à distance la cause de ces souffrances. Oui. Ou les causes, parce qu'une cause n'existe pas vraiment, mais un ensemble de causes. Oui. Du coup, pendant l'entretien, est-ce que tu fais une anamnèse, tu poses beaucoup de questions qui remontent jusqu'au passé assez lointain de la personne pour comprendre? Oui et non. C'est-à-dire que c'est difficile de simplifier à l'extrême, mais il y a si je prends par exemple des patients qui sont assez jeunes, déjà l'historique est court, donc ça c'est une bonne chose. Les patients jeunes sont encore dans une logique très musculo-squelettique, très mécanique même, hein. Et donc les réponses, enfin les causes des problèmes sont souvent musculo-squelettiques, avec des réponses simples et puis un traitement relativement simple qui est largement partagé aujourd'hui dans le monde de la kinésithérapie, ce qui n'est pas le cas des personnes qui avancent un peu en âge ou qui ont un historique médical lourd. Et donc, on pourrait, en simplifiant à l'extrême, faire deux catégories. Donc, les gens jeunes et sportifs, pour qui nos techniques musculo-squelettiques, manuelles, musculo-squelettiques, rééducatives, gymniques, sont totalement pertinentes. Et les personnes moins jeunes, qui présentent de multiples problèmes, avec souvent un intestin quand même assez causal. Et donc là, on est obligé d'investiguer beaucoup plus sur l'historique. Et il m'arrive en effet de remonter très loin, parce que certaines personnes ont subi des interventions très tôt dans leur vie, des prises de médicaments très tôt, etc. Donc oui, ça peut arriver en effet de faire un très long historique. Donc l'entretien, que le nombre de temps, enfin le temps que tu prends avec chaque personne, tu prends 1 heure pour le bilan? Tu t'organises comment? Alors, pour ma part, chacun peut-être le fait différemment. Pour ma part, je ne fais pas de séance que de bilan, parce que j'ai besoin aussi d'avoir un retour du corps. C'est-à-dire que, ok, je fais un bilan, mais les gens viennent en souffrance et j'ai besoin de répondre à minimum des questions, voire des souffrances. Et donc, j'ai besoin de pouvoir travailler au moins un élément qui ressort dans ce bilan pour la séance d'après conforter que le bilan et puis le choix thérapeutique est correct. Donc, je fais pas 1 heure. C'est vrai que la première séance, forcément, le bilan prend un temps conséquent, mais pour ma part, je fais jamais 1 heure de bilan. Okay. Je me souviens, pendant la formation, tu t'arrivais à voir un peu entre guillemets, la faiblesse ou l'organe qu'il fallait travailler chez la personne, rien qu'en la regardant, en observant ses traits. Ça, c'est basé sur la médecine chinoise. Et ma deuxième question, c'est est-ce que tu as raison à tous les coups? Est-ce que tu as juste, ou est-ce que parfois ça peut un peu être différent?
Alors, bon, ça c'est un petit peu particulier, mais c'est des choses que l'être humain et que les soignants connaissent à force de voir des patients, de corréler des chaînes musculaires avec des souffrances organiques, avec un type de comportement. Euh, donc, euh, en effet, c'est ce qu'on arrive un petit peu à faire, mais ce n'est qu'une partie, c'est une sorte de question que je me pose quand je vois une personne et je me dis, tiens, par rapport à plein de critères qu'on n'aurait peut-être pas le temps de détailler ici, mais peut-être que cette personne souffre du rein ou autre. Donc, c'est uniquement par observation parce que quand j'ai commencé à travailler, ça fait quand même un petit moment, on n'était pas tout à fait au même niveau de connaissance que les jeunes ont aujourd'hui. Et donc, à la fois dans notre bilan et puis dans notre stratégie thérapeutique, on était quand même un peu limité. Et du coup, je me sentais limité et incapable de soigner mes patients. Donc, je me suis dit, il faut que je prenne le maximum d'informations, vraiment le maximum, tant dans les dires des patientes et des patients que dans les examens complémentaires, que dans le bilan kiné qu'on pouvait faire, etc., mais aussi dans l'observation. Moi, à l'école, on m'avait dit, d'abord, tu observes. Et donc, je me suis dit, ben, je veux tout observer, tout ce qui est écrit sur le corps, tout ce que la personne exprime, etc. Et je vais voir quelles sont les corrélations entre tel signe, etc. Par exemple, un thorax un peu fermé sur un organe, etc. Ou au contraire ouvert. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Et j'ai fait ça pendant toute ma pratique parce qu'aujourd'hui encore, même si on a des bilans qui sont améliorés, même si on a l'expérience, etc., pour ma part, je reste assez neutre dans le choix et puis dans mes décisions. C'est-à-dire que, OK, on a des idées par rapport au patient qui est en face de nous, ou à la patiente. Pour autant, est-ce qu'on a raison? Il y a que la patiente ou le patient qui nous le dira la fois d'après. C'est-à-dire, soit on a été capable d'apporter des améliorations, soit pas. Donc, j'essaye de t'utiliser, dont ces signes dont tu parles en effet. Et bon, c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a pu le vérifier sur la clinique, hein, évidemment, des personnes qui étaient présentes avec nous. Pour autant, heureusement que ce n'est pas mathématique, parce que ça sous-entendrait une espèce de grille où on mettrait les gens dans des cases, ce qui est un peu présomptueux, je crois. Mais bon, c'est des petits points d'interrogation qui me plaisent et que j'essaye d'approfondir, de corréler en fait avec la symptomatologie, la clinique, les examens, etc., etc. Donc c'est important d'observer la posture, que ce soit en statique et en dynamique. Totalement. Ça en dit, ça en dit long sur la personne, mais pas que sur, justement, tu parlais de segments. Par exemple, si elle a mal à l'épaule droite, peut-être que, comme tu nous as expliqué pendant la formation, c'est peut-être en lien avec un autre organe comme le foie, en l'occurrence. D'où l'intérêt d'aller aussi voir le foie. Et d'ailleurs, ça, c'est basé sur la médecine chinoise? Non, du tout. C'est basé sur de l'anatomie et de la physio. Beaucoup d'anatomie. On peut prendre ce sujet qui est très connu dans le milieu hospitalier. Hein. Par exemple, si on prend, épaule droite, c'est un grand classique sur le foie. Alors d'abord, le foie est très lourd parce qu'il pèse facilement 2 kilos et lorsqu'il perd de sa mobilité, le foie est enveloppé par une capsule hépatique conjonctive, comme une sorte d'aponévrose musculaire, mais autour du foie, qui est accrochée elle-même au diaphragme, qui est en relation avec le poumon, avec le ligament suspenseur du poumon, les vertèbres C6, C1 et K1. Et donc, j'ai une petite tension qui s'exerce et il est très simple d'observer que ces personnes-là vont essayer de détendre, en fait, pour une question de confort, l'être humain détend ses rétractions. Et donc, en effet, il va s'enrouler autour de ce foie, en roulant ainsi son épaule droite, fabriquant un petit pectoral rétracté
qui est probablement un sous-scapulaire, un subscapularis, et ce qui n'est pas ce sont pas des bonnes conditions pour une épaule physiologique. Les spécialistes, je pense, pourraient le confirmer. Mais il existe aussi d'autres aspects, c'est-à-dire l'innervation, et ça c'est connu entre autres par les urgentistes parce que ça s'appelle le signe de Kehr, K-E-H-R, et en effet cette capsule hépatique est innervée tout autant que la vésicule et le pancréas et la face inférieure du diaphragme est innervée par le nerf phrénique dont les étages sont cervicaux et qui lorsqu'il y a une inflammation conséquente, une nociception sur ces organes, pancréas, foie, bébé, eh bien, va projeter soit au niveau cervical, soit au niveau épaule, soit au niveau métamérique sur le rebord costal. Donc, dans épaule, foie, il y a l'aspect il y a à la fois des aspects tissulaires, ligamentaires, hein, tout à fait simples, qui sont évidents d'ailleurs quand on l'observe et quand on les traite, et puis également cette innervation bien connue dans le monde hospitalier. Oui, donc d'où l'intérêt, par exemple, quand tu as quelqu'un avec une capsulite rétractile qui vient mal à l'épaule droite, c'est intéressant d'aller voir le foie. Peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans la séance d'après. C'est ça. Alors, de toute façon, le bilan que l'on propose sur le viscéral est quand même à la fois simple et rapide. Donc, même si on fait un bilan classique pour une capsulite rétractile, c'est pas difficile d'y rajouter le bilan du foie et puis on fera un choix thérapeutique par la suite. Donc peut-être qu'on va pas le traiter en première intention, qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais c'est bien qu'il fasse peut-être, si on voit qu'il fait partie du tableau, à un moment donné, il va falloir se poser la question, en effet. Ouais. Alors pour les douleurs lombaires, est-ce qu'on peut trouver un lien de causalité avec un organe? Alors oui et non. Dans le sens, dans la clinique, les gens souffrant de constipation, de cicatrices abdominales, etc., ont très régulièrement des plaintes lombaires, hein, ça c'est un classique, et donc c'est facile à corréler. Sur le plan nerveux, l'innervation est un peu plus haute, donc au niveau métamérique, c'est pas sûr. Par contre, ce qui est beaucoup plus évident, c'est la relation entre l'intestin et l'iliopsoas. Et pour ceux qui s'occupent un peu de viscéral, et je suis en contact très régulier avec des hospitaliers, des gastro-entérologues hospitaliers. Aujourd'hui, dire qu'une personne n'a pas du tout d'inflammation intestinale, ça devient quand même rare, honnêtement. C'est pas parce qu'on le perçoit pas qu'il y en a pas. Et donc, ce qu'on a pu corréler dans la pratique, c'est que un côlon longtemps enflammé partageait son inflammation avec son voisin qui est derrière, c'est-à-dire l'iliopsoas. De fait, si j'ai cette inflammation longue qu'on peut trouver dans des sigmoïdites ou des diverticulites ou des choses comme ça, on peut aussi se rendre compte que le psoas du même côté sera généralement rétracté. Dans nos tests musculo-squelettiques, on l'observe tout autant qu'à la palpation. Et donc, on sait aussi qu'un psoas rétracté en plus de manière asymétrique, etc., c'est pas une condition favorable pour avoir un dos en parfaite santé, bien qu'il ne soit pas la cause unique. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Maintenant, parmi toutes les causes, il faut au moins, en avoir conscience, 2, le bilanter, et 3, le traiter spécifiquement si nécessaire. Ce serait dommage de ne pas le rentrer dans notre grille de bilan, parce que, voilà, donc en effet, lombaire et intestin, quand même, ça fonctionne plutôt bien ensemble. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, c'est intéressant, oui. Tu parlais d'inflammation intestinale, on en a tous une, ou presque. Oui, alors évidemment qu'il y a différents degrés, que c'est plutôt on parle souvent de syndrome plutôt que de maladie, sauf quand on est au niveau de Crohn ou diverticulite ou diverticulose.
mais on passe pas de j'ai rien à j'ai un côlon irritable, un syndrome de l'intestin irritable. Forcément, Oui. petit à petit, j'ai des modifications internes de microbiote, etc., d'inflammation, de parois, d'hyperperméabilité. Et donc, notre mode alimentaire aujourd'hui est quand même plutôt en faveur d'une fabrication progressive d'une inflammation qui peut se transformer après en tout un tas de, malheureusement, maladies plus ou moins graves, quoi. Mm. Pour synthétiser un peu, pour simplifier les choses, selon toi, c'est quoi le problème de notre mode alimentaire aujourd'hui? Alors, moi, je suis qu'un kiné et j'essaye d'apprendre de tout le monde. Par exemple, si on prend des spécialistes, des gens qui ont fait des thèses, etc., sur l'alimentation, on peut prendre par exemple un ami qui s'appelle Anthony Fardet, qui est présent sur les réseaux, Mhm. qui a fait vraiment, je crois d'ailleurs, sa thèse là-dessus. Un des problèmes essentiels un peu partout sur la planète, mais beaucoup en Occident, c'est les aliments hyper transformés. Mhm. Ça c'est vraiment un sujet où tout le monde est d'accord aujourd'hui. Hier soir, j'assistais encore à une conférence d'un gastro-entérologue de Saint-Antoine. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Ces aliments hyper transformés sont mal reconnus par l'intestin. Et donc, c'est un problème. L'autre cause, plus que reconnue, puisqu'il y a même eu des tentatives de publicité à la télé par le ministère de la Santé, c'est le manque de fibres végétales dans notre alimentation qui va déterminer en effet une flore modifiée au niveau intestinal et une flore plutôt pro-inflammatoire. Et là-dessus, tout le monde est d'accord aussi. Il n'y a même pas de sujet. Après, il y a beaucoup d'autres possibilités ou théories, mais ces deux points sont quand même majeurs et largement reconnus. Oui. Et ce qui est quand même aussi intéressant, c'est qu'ils ne sont pas si compliqués que ça à modifier, contrairement à, par Oui. exemple, l'aspect génétique. Par exemple, il y a une sensibilité à certaines maladies, comme génétique à certaines maladies. Ok, est-ce qu'on laisse le gène s'exprimer, est-ce qu'on permet au gène de s'exprimer, ou est-ce que même si je suis porteur de ce gène, d'ailleurs je ne le sais pas à l'avance parce que tant que je suis pas malade, on va pas investiguer quand même, mais sur le choix de mettre un peu plus de fibres végétales dans son assiette et de manger moins transformé, c'est des choses qui sont quand même accessibles et je dirais au plus grand nombre et simples. Oui. Donc en effet, c'est quand même très déterminant. Oui. D'ailleurs, est-ce que tu poses la question comment vous mangez à tes patients pour savoir un peu leur habitude alimentaire? Oui, systématiquement. Ça, Oui. sur le ventre, je suis un petit peu obligé. Systématiquement. Alors, je rentre pas dès la première séance dans le détail absolu, Mhm. mais je me souviens. Enfin, j'ai des patients qui me disent, moi, je mange du pain et du fromage, quoi. Voilà. Et puis voilà. Donc, on se dit bien que là, il y a quand même des personnes qui ont un mode alimentaire aujourd'hui très perturbé. Mm. Bon, ben là, c'est quand même des questions essentielles. Et donc, j'ai cette question. Il faut savoir que quand on demande quand même à nos patientes et à nos patients est-ce que vous mangez bien, ils répondent tous oui. Ça c'est sûr et certain, mais on sait que ce n'est pas vrai. Et puis en plus, répondre oui est très compliqué parce que pour continuer même à me former, à lire, etc., à rencontrer des spécialistes de la nutrition, ce dont on est à peu près sûr aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas un modèle alimentaire unique qui correspondrait à la totalité de l'humanité, mais plutôt un modèle alimentaire qui me correspond déjà aujourd'hui dans l'état dans lequel je suis et surtout l'état de mon intestin. Est-ce que j'ai un syndrome d'intestin irritable ou pas, etc., Mm. etc. Ce qui va déterminer quand même des choix alimentaires. Voilà. Donc, il n'y a pas un modèle et ce serait bizarre de vouloir comme ça asséner une vérité sur le mode alimentaire. Mais on doit essayer de comprendre si l'alimentation de nos patients leur correspond ou pas. Voilà, ça c'est un Mm. grand défi.
Oui, et ça, c'est quelque chose que les gens en général ont du mal à s'écouter, hein. Oui, Souvent, on est dans le gavage par le stress, par le manque de sommeil, par tout ça. ouais, 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 ouais. Les On manque. spécialistes du comportement alimentaire parlent de je mange mes émotions, c'est-à-dire qu'en Hmm. effet, on mange pas tant pour se nourrir dans nos sociétés que pour faire plaisir à notre cerveau. Et donc, est-ce que faire plaisir à son cerveau est bon pour le deuxième cerveau? C'est une grande question. C'est pas, généralement, ça fonctionne pas bien ensemble, hein. Entre une tablette de chocolat et puis des carottes râpées, je crois que le choix plaisir est vite fait. Pour autant, voilà. Donc, Et oui, ça dépend aussi des cultures. ça dépend énormément des cultures, En tout à fait. France, on a bien mangé. Ouais, enfin, oui, on mange. La nourriture est un très très grand sujet parce que c'est un acte social Oui, qui rapproche les êtres humains qui ont besoin de relations, hein. C'est un acte social, donc associé aussi à un moment de détente et de plaisir, oui. et où l'aspect santé passe vraiment au second plan. Ce qu'on peut comprendre, et plus on est dans une situation de stress, de fatigue, etc., et moins on va probablement aller chercher une alimentation santé, mais plus une alimentation plaisir. L'idéal, ce serait de faire comprendre que parfois une alimentation santé peut aussi être délicieuse. Oui. Il suffit juste d'avoir quelques recettes sous la main et Exactement. voilà. Voilà. Ouais. Pendant la formation, tu nous as parlé un petit peu de l'endométriose, mais je sais que tu en parles un peu plus dans les autres modules. Oui. C'est quelque chose que tu vois assez souvent et que tu arrives à soigner avec la kiné viscérale? Alors, l'endométriose est un sujet à la fois jeune et très ancien parce qu'il y a de on connaît quand même l'endométriose depuis très longtemps, mais c'est vrai que les techniques d'examen, etc., se sont améliorées. On a, pour résumer, en tant que kiné, on a vraiment un gros travail pour soutenir ces femmes. Il y a énormément de choses à faire, énormément, que ce soit du viscéral ou autre, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Ensuite, dire qu'on guérit une endométriose, ça, ce n'est pas possible. On peut pas dire ça. Dire qu'on apporte du confort à ces femmes, c'est une certitude. Ça, c'est une certitude. J'en ai en effet beaucoup, comme beaucoup de nos collègues aujourd'hui, hein. C'est devenu un grand, grand sujet. J'ai publié euh, très récemment là. Enfin, j'ai partagé. C'est pas moi qui écris les articles. Enfin, une notion sur la pince mésentérique. Là. Donc c'est un petit détail anatomique, mais qui est très important parce que ça va déterminer ce qu'on appelle une congestion pelvienne Mhm. et qui est souvent corrélée, souvent présente dans cette endométriose, sans qu'il y ait forcément une relation de cause à effet. Et en fait, cette pince mésentérique, elle est, elle va, en fait, elle va pincer la veine rénale, ce qui va limiter le retour veineux du côté gauche de la femme, de l'homme aussi, mais c'est plus manifeste chez la femme. Et Mhm. du coup, avec des douleurs plutôt côté gauche, des douleurs plutôt en position debout ou assise, soulagée en position couchée. Et c'est pas anodin. On commence à en prendre conscience. C'est souvent corrélé malheureusement avec l'endométriose, pour y revenir. Et là-dessus, nous, on est assez pertinent parce que on va être capable de travailler le diaphragme, puisque en kinésithérapie, on sait conseiller sur la respiration, on sait poser nos mains, on sait faire des exercices hypopressifs, par exemple. Et tout ce travail va améliorer la circulation de retour du petit bassin. Donc, je prends juste cet exemple parce que le traitement en kinésithérapie de l'endométriose est très vaste et il y a énormément de choses à Mhm. faire. Oui. Et donc, ne serait-ce que sur ce plan-là, donc avec des choses très très simples, hein, c'est-à-dire cet aspect diaphragme et tout ce qu'on sait faire autour, on soulage ces personnes. Donc, j'ai un peu dévié en prenant l'idée du syndrome de la congestion pelvienne, mais dans ces histoires d'endométriose,
On a souvent aussi cette congestion pelvienne. On sait aussi mobiliser avec une grande douceur parce que toutes nos techniques sont toutes infradouloureuses et donc on sait mobiliser une adhérence, etc., avec une grande douceur. Donc, en effet, les causes de l'endométriose sont relativement connues aujourd'hui, simplement une fois qu'elle est déclarée. Et il existe plein d'endométrioses différentes. Aujourd'hui, on est quand même bien conscient de tout ça. Mais on sait vraiment soulager ces personnes. Il y aura toujours des cas où on n'y arrivera pas, ce qui est bien normal, mais il ne faut pas s'en priver. Si on connaît un petit peu le mécanisme et l'anatomie de cette région, on a vraiment beaucoup d'outils à notre disposition. Tu as dit que ça existait depuis longtemps, l'endométriose, mais on en parle vraiment que depuis ces dernières années. Comment ça se fait? Ça, je crois qu'il faut demander au corps médical. Ou peut-être que, je sais pas, enfin c'est peut-être aussi une évolution normale des choses. Les connaissances scientifiques évoluent en permanence. Il n'y a pas de choses figées dans la science. Et donc, peut-être que l'imagerie, d'ailleurs l'imagerie a dû permettre aussi de mieux comprendre ce qui se passait. Peut-être que le nombre de cas a quand même augmenté parce qu'on est à peu près une femme sur 10, en tout cas diagnostiquée, ce qui sous-entend peut-être qu'il y a plus. Je crois que c'est qu'on a amélioré, la connaissance, le diagnostic aussi et le dépistage. Et puis, voilà, peut-être qu'on s'occupe un peu plus aussi des femmes, ce qui est une très bonne chose. Oui. Oui. Toi, Thierry, tu travailles que hors nomenclature? Oui, je travaille essentiellement hors nomenclature, puisque tu vois le temps de séance est très long. Je peux pas travailler à 16 € sur une heure. C'est juste impossible. Oui. Oui. Donc tu prends 1 heure pour chaque patient et tu ne fais aucune pub de toute façon. Donc les gens ils viennent te voir parce que c'est du bouche à oreille, j'imagine. Oui, tout à fait. Comment tu t'organises dans ton temps avec les formations que tu donnes et tes journées au cabinet? Alors, j'ai la chance d'animer beaucoup de formations par an. Ce qui veut dire beaucoup de week-ends, parce que en tant que libéraux, on se forme souvent vendredi, samedi, dimanche. Du coup, je travaille 3 jours. Moi, je travaille maximum 3 jours aujourd'hui à mon cabinet, parce que la plupart du temps, la fin de semaine, je suis pris par les formations. Donc, j'ai 3 jours à mon cabinet, et ce qui est très agréable, parce que c'est vrai que 3 jours, c'est là où on a le plus de plaisir, probablement, je pense. Voilà. Donc, puis la diversité d'activités, ça dépend de chacune, mais est stimulante. Donc, quand on passe de l'un à l'autre, dans la formation, il faut vraiment rester très actualisé sur nos connaissances anatomiques, physiologiques, scientifiques. Et du coup, ça nous enrichit. Et puis après, quand on retourne au cabinet, on est meilleur aussi, puisqu'on a forcément appris. Pour ma part, quand je refais une formation surtout sur le petit bassin, c'est l'anatomie, c'est comme un grand sujet. Oui. Je ressors très régulièrement mes livres parce qu'il y a toujours un petit détail qui finit par nous échapper. Et voilà, donc je suis à 3 jours à peu près. Okay. D'ailleurs, en parlant de livres, tu as écrit un livre sur l'entretien motivationnel, c'est ça? Exactement. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Oui, avec plaisir, oui. Alors, je côtoie beaucoup de collègues depuis plus de 20 ans grâce aux formations. Et à chaque fois qu'on se rencontre, qu'on mange ensemble tous les midis, etc., j'entends la souffrance de nos collègues. Les souffrances de nos collègues, il y en a plusieurs. Il y a, c'est vrai, l'aspect financier, mais il y a aussi l'observance du traitement. C'est-à-dire que tout notre métier, c'est de faire un bilan, de traiter éventuellement manuellement. Bon, certains peut-être ne le font pas, ou en tout cas de manière
physique, même si c'est par des exercices, nos patients. Et dans l'idéal, eh bien, on donne des conseils à nos patients pour qu'ils puissent faire perdurer ce qu'on a fait ensemble, que ce soit manuel ou des exercices. Et là, c'est un grand sujet parce que j'entends à chaque repas, oui, mais nos patients ne font pas ce qu'on leur dit de faire. Mmh. Donc, en fait, j'ai cherché comment moi je faisais pour y arriver, et puis je me suis formé, etc. Et puis évidemment, forcément, je suis tombé sur l'entretien motivationnel, et ça a été pour moi une grande clé à partager avec les collègues, c'est-à-dire que avant, enfin, dans le début de ma pratique, je faisais un peu malgré moi. Je sais pas exactement comment ça m'est venu, mais c'était bien de le formaliser avec des formations. Et l'entretien motivationnel, c'est la clé qui va faire qu'on va pas s'épuiser à essayer d'encourager quelqu'un à faire tel ou tel exercice et ensuite à se plaindre parce qu'il l'a pas fait. Voilà. Et donc, j'ai écrit ça dans l'idée que nos collègues aient du plaisir à travailler avec leurs patients, qui aient du plaisir à faire les exercices. Alors, c'est un monde qui mérite d'être approfondi, mais c'est une véritable clé. C'est-à-dire que nous, on est un peu des sachants, c'est-à-dire que quand même, on a appris, on sait ce qui est bon pour les personnes, et on a tendance à leur dire, faites ça, c'est bon pour vous. Or, c'est pas parce qu'on dit ça que le patient est motivé pour le faire, même si on a raison. On a généralement raison dans notre prescription d'exercice, mais est-ce qu'ils sont motivés? Non. Et donc, le gros problème aujourd'hui, c'est pas simplement l'éducation thérapeutique qui est excellente. C'est comment je peux faire pour que mon éducation thérapeutique soit mise en place, parce que sinon, c'est peine perdue. On va à l'échec. Et l'entretien motivationnel part toujours de la personne. Et il y a beaucoup d'aspects, mais un des grands points de l'entretien motivationnel, c'est la bienveillance et une sorte de neutralité. C'est-à-dire que nous, quand un patient ne fait pas ces exercices, ça nous perturbe parce qu'on dit ah machin, etc. Ça va pas. Or, il y a beaucoup d'études aujourd'hui qui ont été faites là-dessus. L'entretien motivationnel, au départ, a été utilisé dans les addictions, mais puis ensuite dans beaucoup de domaines médicaux. Et en fait, même si on devait prendre une séance qui n'est à faire que de l'entretien motivationnel, c'est tellement déterminant pour la suite du traitement que ça mérite de le faire. C'est-à-dire comment on peut faire naître la motivation chez une patiente ou un patient de améliorer sa santé, quels que soient les moyens. Ça peut être en effet des exercices, parfois c'est de l'alimentation, parfois c'est je sais pas quoi, de l'addiction. Et quand on est dans cette démarche, alors ça demande une révolution intérieure dans notre mode de pensée. Vu que nous on est habitué à donner des prescriptions d'exercices, il faut changer ça et plutôt dire qu'est-ce que vous pensez, par exemple, quels exercices vous pensez qui pourraient vous faire du bien. Oui, tu vois, c'est qu'on doit carrément inverser totalement les propos, ou quels sont les freins qui vous empêchent de faire ces exercices, plutôt que dire vous devez faire 10 séries de 10. Non, quels sont les freins qui vous empêchent? Et après, il y a toute une démarche, c'est très très intéressant. C'est intéressant parce qu'on est dans une posture thérapeutique nouvelle, je dirais en co-relation avec le patient plutôt qu'en opposition, parce que finalement, au bout d'un moment, ça finit par être une opposition. Et on sait, les études montrent que quand on donne une sorte d'ordre au patient, immédiatement, il va mettre un frein au changement, à son changement. Et quand on dit vous devriez faire ça, quand on veut convaincre un patient, immédiatement il va mettre un frein. Ça a été démontré, etc. Et donc plutôt comment on pourrait faire naître la motivation. Et il y a plein d'outils. Enfin voilà, c'est tout l'objet de l'entretien motivationnel. Et les personnes qui ont lu le livre ou qui le mettent même en pratique, même parce qu'il y a toute une démarche, mais même si on commence un premier pas avec l'entretien motivationnel, immédiatement, il y a des choses qui changent. Donc, c'est très
C'est très intéressant de changer de posture et c'est moins épuisant aussi pour les soignants qui parfois ont peut-être tendance à avoir le sentiment de porter leurs patients. Et Oui. ça, je comprends que ce soit délicat. Et puis, ça permet peut-être aussi de rendre les patients encore plus vite Oui, indépendants et tout qu'ils à fait. reviennent pas C'est ça. au cabinet, ouais. Oui, Mhm. oui. Le but, c'est l'autonomisation hein, quand même de nos patients. Hein. Alors, on a essayé de le faire avec l'éducation thérapeutique, hein, ce qui est une très bonne Ouais, chose, mais elle n'a de valeur que si il y a une réponse en face, hein, une motivation. Sinon, ouais, complètement. voilà. Ça me fait aussi pas mal penser à l'éducation des enfants. Oui, alors oui, justement, puis je suis aussi souvent dans les livres des fondateurs hein, de cette technique. En effet, cette posture ne se limite pas au cabinet. Exactement, dans tous les rapports Ouais, humains. dans tous les rapports humains, est-ce que même dans un couple, on veut convaincre l'autre qu'on a raison, par exemple? Ou Mhm. est-ce qu'on essaye de comprendre quelle est sa position et est-ce qu'on peut pas reposer une question ou reformuler ses propos pour mieux comprendre? Et en effet, c'est une communication très bienveillante en réalité Oui, et l'objectif, c'est le changement. Hein. L'objectif de l'entretien motivationnel, c'est le changement vers l'autonomie. c'est Et ça. donc, en effet, les enfants, c'est pas parce qu'on leur dit qu'il faut pas faire une chose qu'ils vont pas la faire. Les patients, c'est pareil. C'est ça. J'étais en train de lire un livre l'autre jour. Il y avait une citation de Confucius. Si l'homme a deux oreilles et une bouche, c'est Ouais, pour écouter deux fois plus qu'il ne c'est- parle. exactement. C'est un peu le b.a.-ba. Oui, tout à fait. Ouais, Et en effet, dans l'entretien motivationnel, on apprend vraiment à écouter. ouais, Ouais, les tout à patients. fait. Super important, oui, en effet. Mm, Mm. c'est vrai. Thierry, j'en arrive à ma dernière question. Oui. La kiné dans 20 ans, tu la vois comment? Alors, j'ai pas de boule de cristal. Euh, je me pose des questions. Je la vois euh, sur certains aspects très positifs, dans le sens où on a quand même des connaissances qui évoluent, des tests aujourd'hui avec une grande fiabilité, que ce soit dans le musculo-squelettique ou ailleurs, hein, qui nous permettent d'avoir une démarche thérapeutique logique. Donc ça, c'est un côté très très rassurant. Après, c'est une interprétation. Sur le reste, c'est un peu personnel et peut-être lié à mon histoire ou à mon âge, j'en sais rien. On est parti aujourd'hui dans une kinésithérapie très gymnique, hein, dans le sens basé essentiellement sur des exercices, ce qui a toujours fait partie de notre métier, hein, le mot kinésithérapie par définition. Mhm. Euh, Est-ce qu'on posera encore les mains sur nos patients dans 20 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour autant, c'est une demande énorme des patients qu'on puisse voilà, aborder leur corps. Alors, aujourd'hui, c'est mêlé avec des problèmes parfois juridiques, etc., ce qui complexifie. On a un peu le sentiment que le système américain vient sur ce plan-là en Europe, hein, comme c'est souvent le cas, pour éviter des procès, eh bien, on touche plus comme ça, c'est plus tranquille. Pour autant, il y a beaucoup aussi d'études, même sur les bébés, etc. Mais le docteur Bono aussi en a beaucoup parlé, qui montrent que le toucher est sur la peau, donc neurovégétatif. Donc, il y a beaucoup d'effets aussi. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce qui sera? Je ne sais pas. Peut-être qu'une majorité de nos collègues seront des kinés gymniques et peut-être qu'une petite partie s'intéressera au corps. L'avenir nous dira probablement aussi que la technologie va beaucoup intervenir, enfin Oui, tout ce qui est casque de réalité virtuelle, oui. probablement d'autres appareils d'analyse tous les appareils pour quand même rééduquer sur la gestuelle sont quand même souvent très très pertinents. En tout cas, la tendance va là-dessus quand même, à la fois sur meilleurs tests, beaucoup d'exercices, d'auto-exercices, enfin d'exercices correcteurs, la technologie, et je ne sais pas quelle sera la place de la main thérapeutique dans 20 ans. Hmm. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais tu l'as dit tout à l'heure là, par rapport à tout ce qui est recherche scientifique. Qu'est-ce que ça dit sur la kiné viscérale?
Est-ce qu'il y a eu des articles, hein, il me semble. Alors, oui, c'est assez. Alors, sur la kiné viscérale en tant que telle, rien, puisque Mhm. le mot n'existe pas. Oui, Enfin, oui, c'est-à-dire, pas le mot. c'est moi qui l'ai utilisé. Oui, oui. En fait, il y a une sorte de méta-analyse qui a été faite sur l'ostéopathie viscérale. Mhm. Voilà, ce qui est quand même assez différent, même si on travaille toujours à peu près les mêmes structures quand même, hein. Mais donc, à la fois, il y a des études peut-être segmentaires, etc., qui donnent avec une certaine fiabilité, d'autres moins. Et quand on rentre dans une méta-analyse, il semble que sur l'ostéopathie viscérale, en tout cas par le cabinet par lequel ça a été fait, les résultats soient pas à la hauteur de ce qui était espéré en tous les cas. Mhm. Pour autant, le regard aujourd'hui des gastro-entérologues euh, avec lesquels j'échange, pour eux, ils ont une demande énorme sur le viscéral parce qu'ils ont observé que, par exemple, le temps d'hospitalisation diminue lorsqu'on a un post-op chirurgical. Le temps d'hospitalisation diminue quand on pratique des choses très simples en réalité, hein, sur l'abdomen. Donc voilà, je pense qu'en fait ça mérite encore que des études soient faites. Simplement, à partir de quel élément, sur quel diagnostic, etc. Ces études, c'est toujours très 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 difficile, hein, de trouver Oui. les bons paramètres. Mhm. Donc, concernant la kiné viscérale, il n'y a pas aujourd'hui d'études. On est plus en effet sur l'expérience clinique et sur de la physio et de la nappe. Mais j'ai cru savoir qu'il y avait 3 CHU là qui avaient lancé une étude avec des kinés qui sont formés chez nous. Donc j'attends avec impatience en effet les résultats. Super. Bah écoute, merci beaucoup Thierry, c'était un échange très intéressant. On mettra le lien de Kinéformation pour ceux que ça intéresse. D'accord, ouais. Voilà, si ceux qui veulent suivre ta formation. Je précise, je n'ai aucun lien d'intérêt. Je ne fais pas C'est de pub, vrai, c'est vrai, je donc c'est important de le confirme. préciser. Oui, Et bah merci beaucoup. Et puis je te souhaite merci une Gabriel. bonne journée Merci. et à la prochaine formation. Oui, merci. Au revoir.